Chapitre 7. Ma rencontre avec la châtelaine, Morgane de la Roche-Cuillon, fut précédée d'un étrange et singulier voyage. Pour rejoindre le donjon, il avait fallu qu'un sergent m'accompagne dans le dédale des couloirs et des salles creusées dans les entrailles de la falaise. C'était par là, et uniquement par là, que l'on avait accès à la tour où vivaient le seigneur et sa dame. Jamais de ma vie je n'avais pénétré dans une grotte, et jamais je n'oublierai celle-là. Il y faisait froid et humide, une eau plus glacée que celle du grand fleuve ruisselait sur les parois recouvertes de moisissures verdâtres. La lueur de la torche affolait des colonies de chauves-souris qui s'envolaient en sifflant au-dessus de nos têtes, frôlant nos cheveux. Je repensais à la bouche des enfers dont parlaient mes camarades à mi-voix, et je n'étais pas loin de penser que je ne reverrais jamais la lumière du soleil. Je sentais ma peau se hérisser sur mon corps, et ce n'était pas que de froid. J'avais peur, ce monde souterrain sans repère, habillé d'ombres mouvantes, m'angoissait. Nous traversâmes d'étroites passerelles de bois flottants au-dessus du vide, gravîmes d'interminables escaliers de pierre, où même l'écho de nos pas devint sinistre. Je ne savais plus du tout où j'étais, quand, soudain, mon compagnon ouvrit une poterne qui nous fit déboucher en plein jour le long d'une muraille abrupte. Je clignai des yeux éblouis. Nous étions enfin arrivés en haut de la falaise, dans la cour intérieure qui enserrait le donjon. Une double enceinte en éperon en protégeait les abords. Une position imprenable cernait à la fois par le vide et par un plateau rocheux aussi lisse que la paume de ma main. Personne, pas même un chien ou un cochon, ne nous barra le chemin. Il n'y avait pas âme qui vive dans cette partie de la forteresse. J'entendis l'appel des guetteurs au-dessus de nous, vite repris par les gardes qui arpentaient les enceintes. Toute la vie semblait s'être réfugiée entre le sommet du donjon et les murailles. Rien en dessous. Pas de serviteurs, pas de forge ou d'atelier, aucune trace d'activité. Le sergent poussa une porte bardée de fer et nous pénétrâmes dans la tour. Là aussi, le silence. Inquiétant, pesant. Des feuilles desséchées jonchaient le sol. Personne ne devait plus entretenir les lieux depuis longtemps. De vieilles bannières étaient accrochées aux parois, quelques lances dans un angle et partout de la poussière et des toiles d'araignée. Un endroit abandonné. Seul signe de vie, en plein milieu de ce qui avait dû être la salle d'armes, un brasero où se consumait quelque chose que je pris pour du tissu et qui répandait une terrible puanteur. Le sergent qui m'avait accompagné pâlit à cette vue et recula, m'entraînant précipitamment vers un escalier de pierre. « Venez, fit-il, la châtelaine vous attend. » J'imaginais mal qui que ce soit vivre dans un tel lieu, mais je ne rétorquai rien car pour l'instant, une fois remis de mon expédition souterraine, mon seul souci était ma rencontre prochaine avec la dame des lieux. Les autres m'avaient trop parlé d'elle, me disant qu'elle sortait rarement, sauf pour des promenades à cheval ou des bains dans l'Epte avec sa vieille nourrice Bianca, et qu'elle venait de Lombardie, un pays au nord du royaume d'Italie. Tous vantaient sa grande beauté et son extrême jeunesse. Même Thomas, que je tenais pourtant pour le moins folle d'entre nous. « Je reste ici, fit mon guide en s'asseyant au pied de l'escalier. Vous allez au premier étage et surtout pas plus haut. La première porte cloutée à droite est celle des appartements de dame Morgane. Ne vous trompez pas. » Quelque chose dans sa voix et dans ses recommandations m'intrigua. « Pourquoi pas plus haut ?» La bouche de l'homme se tordit et il gronda. « Notre seigneur Thibaut ne vous a-t-il pas dit qu'il était mauvais de poser trop de questions ?» J'acquiesçai d'un signe de tête et obéis, montant les marches lentement. J'hésitai un long moment devant la porte indiquée, puis frappai. Une grosse femme aux cheveux blancs, relevés en chignon, m'ouvrit, parlant dans une langue inconnue, me dévisageant avec une feinte rudesse. « Entrez !» fit-elle soudain avec un fort accent étranger. « Ma maîtresse est là, à vous attendre. » Et elle s'éloigna d'un pas lourd, disparaissant par une porte voisine de celle de sa dame. Chapitre 8. Comment décrire la châtelaine? Ma première impression, infiniment troublante, fut que nous avions le même âge. Elle était petite et ses cheveux bruns longs et bouclés étaient les plus beaux qu'il m'avait été donné de voir jusque-là. Son visage était celui d'une enfant, un ovale laiteux
illuminée par des yeux d'un bleu si intense que je m'y perdis aussitôt. Ajoutez à cette vision une façon de bouger, de marcher, de sourire, et vous comprendrez que je restai muet. Jamais, non, jamais de toute ma vie, je n'avais vu plus belle dame que Morgane. « Je vous ai donné votre nom, répéta-t-elle doucement. Je l'entendais à peine. Un brasero garni de bûchettes de chêne et de brandes de bruyère réchauffait la pièce, déposant un voile brumeux sur le verre de l'unique fenêtre près de laquelle elle s'était assise. Les plis de sa longue robe de drap prune laissaient apparaître des petits pieds chaussés de velours émeraude. Dame Morgane tenait à la main un parchemin et, tout en me parlant, en caressait la peau du bout de ses petits doigts minces. « Je n'ai pas entendu, insista-t-elle. « Michel de Gallardon, madame, me forçai-je à répondre d'une voix sourde, tout en fixant ses cheveux dans lesquels scintillaient des perles d'eau douce. « Eh bien, Michel, tu as perdu ta langue. Que se passe-t-il » Elle aurait pu s'amuser de mon trouble, mais elle ne le fit pas, et je lui en sus gré. Je bafouillai. « Pardon, madame, pardon. »« Tu es tout pardonné. Te voilà donc à mon service. Où est Gallardon, Michel ?»« Près de Chartres, madame. J'ai entendu parler de la Vierge Noire. On m'a dit aussi que la cathédrale de Chartres abrite une sainte relique. » Je me sentis soudain plus à l'aise, heureux de lui parler de Chartres, de chez moi, des paysages que je connaissais. « C'est vrai, madame, c'est un morceau de la sainte chemise que portait la Vierge au moment de l'Annonciation. Elle est enfermée dans une châsse en bois de cèdre recouverte de plaques d'or et de pierres précieuses. Un griffon d'or émaillé, rapporté d'Orient par les croisés, la protège. » À cette évocation, une expression rêveuse envahit ses traits et noya ses yeux de brume. Le silence s'installa entre nous. Un silence que je n'osais rompre tant j'étais perdue dans la contemplation de son visage. « Que sais-tu faire » fit-elle enfin. « Tirer à l'arc, nager, jouer aux échets, m'occuper des chiens et des chevaux. » Elle fit un joli geste de la main, comme si elle chassait quelque insecte importun. « J'ai déjà nombre d'écuyers pour tout cela. Sais-tu lire, jouer de la musique ou chanter ?»« Je sais jouer de la viole, madame, et chanter ballades, chants d'amour, chants de guerre, servantes, pastourelles, lais et virelais. »« Comment as-tu appris tout cela, Michel ?»« Par un trouvère nommé Taillefer, madame, que mon père, le seigneur de Gallardon, a longtemps hébergé au château. » À cette réponse, un éclair de joie enfantine brilla dans ses prunelles. Elle se leva et s'approcha d'un pas léger. Elle sentait la lavande et l'églantine. J'avalai ma salive car l'émotion me nouait de nouveau la gorge. « Oh, voilà qui est bien, Michel. Tu viendras donc jouer pour moi. »« Oui, fis-je, de plus en plus troublée par sa proximité. »« Dois-je prendre ma viole ?»« Non, non pas, regarde, celle qui est là. Elle vient de mon pays, la Lombardie. Je l'avais offerte. » Dame Morgane se reprit. « Elle appartient à mon époux, qui s'en servait fort bien. » Une viole ovale, à 3 cordes, était posée sur un petit tapis d'Orient. Son manche surmonté d'un trèfle sculpté appuyé contre le mur. Un archet droit, muni d'une mèche de crin, reposait à côté. « Je peux » fis-je en me penchant. « Oui, Michel, je t'en prie. » J'attrapai l'instrument, admirant le bois fruitier, vraisemblablement du poirier, ayant servi à faire la caisse, les attaches d'argent gravées d'un motif d'animaux fantastiques retenant les cordes. Posant la viole contre mon menton, je promenai l'archet, arrachant aux cordes les premières notes d'une ballade avant de reposer l'instrument à sa place. « Quand dois-je commencer, madame ? Voulez-vous que je vienne vous faire la lecture ? J'ai aussi appris le latin avec notre chapelain. » « Non, pour cela, j'ai Thomas. Je te ferai appeler, je suis votre serviteur, madame. » C'est à ce moment-là, et pour la première fois, que j'entendis le bruit. Ce bruit qui allait bientôt hanter minuit, et celle de tous les gens du château. On eût dit le lointain écho d'une voix humaine, à la fois hurlement de mort et de colère. Cela avait commencé au-dessus de moi, et maintenant le son semblait venir de partout à la fois. Il ricochait sur les murs caverneux et aigus, douloureux et furieux. Morgane avait
portait la main à sa poitrine, étouffant un rire. Puis elle se ressaisit, et une grande tristesse voila son regard. « Il suffit, pars, je suis fatiguée. »« Mais, madame, quel est ce bruit ?»« Ce n'est rien, enfant, ce n'est rien. Le vent qui siffle dans le donjon, rien d'autre. Ici, tu l'entendras souvent, le vent. » Jamais de toute ma vie je n'avais entendu le vent pousser pareil hurlement. Le bruit continuait, devenant râle, agonie. Et pourtant, en cet instant, passé le premier moment de frayeur, le bruit m'importait peu. Je découvrais que je n'aimais pas du tout qu'elle m'appelle enfant. Pas elle! J'aurais voulu être un homme, un chevalier, porter ses couleurs, me battre pour elle, même contre ce vent qui ne ressemblait à aucun autre. Le bruit s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Je voulus lui dire que c'était elle qui avait eu l'air apeuré bien plus que moi, mais elle ne m'en laissa pas le temps. « Allez, allez, laissez-moi, Michel. » Son regard était lointain et si triste que je m'inclinai et sortis sans bruit.